Nous sommes 3 architectes, Gaëlle, Sana et Tatiana, et nous avons créé ce podcast pour réinterroger l'acte de construire. Nos invités seront des concepteurs, élus, promoteurs, artisans et usagers. Ils parleront des outils qu'ils mettent en place pour faire émerger une nouvelle manière d'habiter le monde. Bienvenue aux Bâtisseuses. Ce podcast vous est proposé par l'association Isora. Isora est une association d'action collective autour de l'architecture. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est co-gérant de GGR Architectes, une agence qui construit dans la région Occitanie et qui est implantée à Toulouse. On va s'installer dans la salle de réunion. Elle est composée d'une dizaine d'architectes qui travaillent sur des projets d'équipements publics comme des salles de concert ou des écoles, sur l'aménagement de bureaux pour des entreprises ou sur la construction de logements neufs pour des promoteurs immobiliers. C'est donc avec une vision de la pluralité des échelles, des formes et des typologies de projets que notre invité nous parlera aujourd'hui de sa vision de l'acte de bâtir. Bonjour Gauthier Palaruello. Bonjour Gaëlle. Pouvez-vous nous dire plus exactement en quoi consiste votre métier ? Je dirais qu'il consiste à imaginer et à construire des possibles dans lesquels la vie s'installera le plus simplement du monde. Alors sur quelle base ? Tout d'abord sur un besoin, des attentes, la plupart du temps formulées en programme, un lieu, qui est le site dans lequel viendra s'inscrire le projet, un budget et des règles du jeu. Alors, des règles du jeu de plus en plus nombreuses, complexes, qui font appel à pas mal de compétences, beaucoup de connaissances et énormément d'acteurs qui ont une voix qui peut être concordante ou parfois dissonante sur le projet. Alors mon job à moi d'architecte, il consiste un peu à comprendre ces données d'entrée, le programme, le site, à dialoguer avec cette multitude de voix et à en assurer la polyphonie pour réfléchir, puis construire un projet qui fasse sens. Alors j'insiste un petit peu sur la notion de sens, parce que la question du sens est primordiale, car un bâtiment, un espace public, un jardin, ils ne doivent pas être simplement beaux, fonctionnels, économiques, réglementaires, écologiques. Il faut qu'ils soient plus que cela, en fait. Il faut qu'ils soient attentionnés, que l'on prenne plaisir à y être. Il faut qu'ils soient tout cela à la fois, et même tout cela ne suffirait pas, en fait. Ils doivent être simplement justes. Et ce n'est qu'à travers le sens que l'on peut prétendre à la justesse. Alors, le métier d'architecte, c'est peut-être ça. Essayer d'être le plus juste possible dans la traduction spatiale de besoins et d'usages dans un site et une époque donnée. Y a-t-il des changements dans l'acte de construire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'exerce que depuis une dizaine d'années. Et ce qu'on voit depuis 10 ans, et sûrement depuis avant, et je l'évoquais là à l'instant, c'est le fait peut-être que les compétences et les acteurs qui entourent le projet sont en quelque sorte de plus en plus nombreux. En fait, j'ai un peu la sensation que les lignes d'expertise qui accompagnent notre métier sont plus grandes, plus précises et plus exigeantes. Et au final, c'est pas nécessairement un mal. Alors, cette évolution, on peut la voir à travers quelques exemples. On peut la voir à travers l'évolution des normes environnementales qui impliquent de nouvelles techniques constructives, de nouveaux matériaux, de nouvelles manières de concevoir. Et au final, de nouveaux savoirs. On peut le voir à travers l'évolution des process de conception qui tendent à plus d'inclusion, plus de participatif, plus de renouvellement de la ville sur la ville. Et on peut le voir aussi à travers les souhaits des maîtres d'ouvrage quant à la maîtrise de leur bâtiment, la notion de BIM, la notion de coût global, tout ce qui concerne l'exploitation a posteriori du bâtiment, qui devient assez prégnant en fait aujourd'hui. Et puis, un autre élément qui pourrait expliquer cette évolution, cette complexité dans le métier, c'est peut-être qu'on a également une société qui devient de plus en plus intolérante au risque et à l'erreur. Alors oui, nécessairement, les connaissances sont plus pointues, les boucles de contrôle sont plus présentes aussi, ce qui fait que les spécialistes prennent de plus en plus de place dans le processus de conception et de nouveaux métiers se créent. Assistants maîtres d'ouvrage, divers et variés, certificateurs. Et au final, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle est la place de mon métier dans cette évolution, dans ce changement. Parce que bien souvent, je m'entends moi-même en fait râler contre tous ces gens, tous ces empêcheurs de tourner en rond.
Alors qu'en y réfléchissant, oui, c'est certes plus compliqué, mais ces gens-là, ils sont quand même détenteurs de connaissances spécifiques qui sont plus pointues que les miennes. Et il me faut bien les comprendre et dialoguer avec eux pour arriver à intégrer leurs contraintes justement au mieux dans le projet. En fait, qu'on vient de fonder que l'architecte, moi, je n'ai pas raison contre tous et que le projet, en tant que bien commun, ouvre à des reconnaissances mutuelles entre lignes d'expertise. Alors, la base de cette reconnaissance, c'est évidemment le dialogue, du moment qu'il est constructif. Donc, il y a une complexité particulière aujourd'hui dans le fait de construire avec les différents intervenants et le fait d'intégrer tout le monde dans le processus de conception. Du coup, que faire suite à cette contrainte ? Et la question pour moi, la question de se poser la question de est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, pour moi, c'est vraiment la première question qu'on doit se poser dans notre métier. Ne pas faire, c'est peut-être le premier acte de responsabilité chez l'architecte. Pas que chez l'architecte, d'ailleurs. En tant que bâtisseur, moi, personne, et architecte, je prends nécessairement part aux politiques d'aménagement de la ville, aux politiques d'aménagement du territoire. Et donc, je ne peux pas rejeter ma responsabilité politique uniquement sur les contraintes du programme. Car in fine, tout architecte a toujours le choix de ne plus l'être, ou tout du moins de rejeter une commande et de ne pas faire. Ne pas faire les choses qui ne sont pas convenables, ne pas partir, ne pas candidater, voire démissionner. Alors, selon quels critères ? Les miens, personnels, ceux qui me sont propres. Je juge, a priori, que la morale et l'éthique sont des affaires qui sont éminemment personnelles. Alors, comme c'est personnel, du coup, peut-être qu'il faut que je l'illustre à travers quelques exemples. Premier exemple qui me vient en tête, j'ai travaillé pendant 7 ans sur Mayotte, qui est une petite île perdue au milieu de l'océan Indien, entre Madagascar et l'Afrique, qui est un département d'outre-mer, et sur lesquels les politiques d'expulsion et les politiques répressives à l'égard des personnes en situation irrégulière sont assez sévères. En comparaison, ce qui se passe en métropole, c'est très, très, très soft. À un moment donné, une entreprise de la place, l'une des 3 majors de l'île, nous propose de nous associer à elle pour participer à un concours en conception-réalisation pour la construction du nouveau centre de rétention administrative de Mayotte. Débat moral, en gros, au sein de l'agence. On y va pas, on s'inscrit dans les rouages de la machine à expulser, on n'en a pas envie, on cautionne pas. Finalement, c'est assez vite vu et on décide de ne pas y aller. Alors à l'époque, on me rétorque que ce débat-là se situe sur un autre plan, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut réellement séparer les plans en tant qu'homme, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'architecte? Je ne cautionne pas ce genre d'accommodement. Donc ma position d'architecte, elle est aussi ma position de citoyen. Donc ça a à voir dans le débat. Alors plus récemment, un autre exemple, on est amené à travailler sur du logement collectif dans le diffus, c'est-à-dire hors ZAC, zone d'aménagement concerté. Assez rapidement, on se rend compte que la logique programmatique et financière du client va nous conduire à produire beaucoup de logements mono-orientés et de petits logements et mono-orientés nord. Autrement dit, produire des logements dans lesquels on vivra plutôt mal. On essaie d'infléchir la tendance, on n'y arrive pas, on décide d'arrêter. Alors il faut bien avoir conscience que tout ceci, ne pas faire, c'est souvent sans effet social. À titre d'exemple, on n'a pas fait le centre de rétention administrative, mais d'autres se sont chargés de le faire à notre place. On n'a fait pas les logements, sûrement d'autres arriveront à les faire à notre place. Donc c'est une résistance un peu dérisoire, mais j'ai envie de dire c'est une sauvegarde individuelle. Alors voilà, une fois qu'on a évacué la question du ne pas faire, de ne pas construire, la question du faire, elle, reste entière. Et c'est sacrément plus compliqué. Pouvez-vous nous citer un ou plusieurs projets que vous avez conçus et parler des solutions mises en place pour répondre à ces problématiques ? J'ai travaillé, d'ailleurs je suis arrivé sur Mayotte pour travailler sur un concours d'un gros collège, un collège de 1200 enfants. J'arrive, le programme est plutôt bien ficelé, mais 1200 enfants, de la 6e à la 3e, réunis dans un même établissement, on n'a pas vraiment idée de ce que c'est, en fait. Moi, en tout cas, au moment de concourir, j'en ai pas idée. J'ai déjà eu l'occasion de bosser sur des programmes de 300 à 400 gamins, mais 1200, on pressent bien que c'est pas la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ?
On réfléchit et on décide de prendre sur les délais concours qui sont assez larges quand même, 2 semaines dans lesquelles on va parcourir les collèges qui sont déjà construits sur Mayotte. On discute, on nous montre et on comprend ce que c'est d'enseigner, ce que c'est d'apprendre, de jouer dans la cour de ces énormes établissements, ce que c'est de voir 1200 gamins à la récréation se ruer vers la fontaine pour aller boire, 1200 gamins lorsqu'il commence à pleuvoir qui vont se protéger sous le préau. On commence à percevoir toute cette échelle qui ne peut pas transparaître ni dans le programme, ni dans l'expérience, puisque cette expérience-là, je ne l'avais jamais eue. Du coup, cette visite et la discussion et la visualisation des usagers viennent éclairer complètement différemment le programme. Et du coup, on conçoit un projet qui est différent. Et on gagne ce projet-là. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on l'a gagné. Ensuite, après le concours, vient le déroulé des études. Sur ce projet-là, on a la chance de connaître et les équipes enseignantes et les enfants qui étudient actuellement, à ce moment-là en tout cas, dans un collège provisoire. Alors, c'est des gens qui sont extrêmement demandeurs. Nous, on est très réceptifs et assez curieux. Du coup, on les sollicite énormément pendant toutes les études. Et on fait évoluer, et on adapte, et on améliore le projet en fonction des échanges qu'on peut avoir avec eux. Vient le chantier, même combat. Les utilisateurs sont là, et on a la chance, avec le vice-rectorat, de pouvoir mettre en place une participation au chantier d'une partie du corps enseignant et même certaines visites avec des gamins. Donc là, pareil, on se rend compte que en fait, les outils que nous, on utilise pendant les études pour communiquer sur le projet, la coupe, le plan, l'axo, la 3D, ça suffit pas toujours et que tout le projet n'est pas nécessairement compris par les utilisateurs pendant les études et que du coup, en chantier, ils découvrent certaines choses. Alors, c'est des choses mineures, généralement, qui peuvent ne pas plaire ou ne pas convenir. Du coup, dans la limite du raisonnable, toujours en chantier, grâce à ce dialogue-là avec autrui, avec les utilisateurs, on arrive à ajuster à la marge ou alors à compenser. Et enfin, peut-être le plus compliqué, arrive un moment du projet où on a bossé des heures et des heures, où le projet est borné, calé, ça roule, et où on peut même décider de lâcher le stylo, le donner à un autre, ou tout du moins le partager. Alors ça, on est aussi arrivé à le faire sur ce collège. On est arrivé à le faire sur des éléments tels que la signalétique, les aménagements intérieurs, les aménagements extérieurs. Je vais vous parler là peut-être de la signalétique. On a mis en place des ateliers avec les gamins qui sont les futurs utilisateurs du collège, dans lesquels ils ont défini le graphisme, la langue et la sémantique de la signalétique sur l'ensemble de l'établissement. Alors pourquoi on a voulu faire ça ? C'est lié à une des spécificités de Mayotte, c'est qu'il faut voir que là-bas, lorsqu'ils étudient au primaire, c'est en général des tout petits établissements de village. Donc le gap entre cet établissement-là, ultra familier, l'école primaire de 5 ou 10 classes, et le collège de 1200 enfants, en fait c'est énorme. Et ces enfants-là, ils passent d'un environnement familier à un collège qui a beau être beau, bien pensé, bienveillant, là je me jette des fleurs, n'empêche que même s'il est tout cela, ça reste quelque chose qui représente éminemment l'institution et la métropole. Et il faut bien voir qu'à Mayotte, la métropole, c'est quelque chose qui est complètement étranger. Donc l'idée, c'était d'insuffler au final de la familiarité pour les enfants dans cet établissement scolaire. Donc on a travaillé avec eux les mots de la signalétique en shimaoré, qui est leur langue natale, ou en shibushi, en français aussi. Et tous ces mots-là, au final, ils viennent jalonner les sols et les murs de leur collège. En fait, ils mettent du leur dans le collège et en retour, l'institution les reconnaît dans leur culture et leur individualité. Alors parfois, l'exercice peut donner des choses surprenantes. Esthétiquement, des fois, ça te plaît pas nécessairement, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave du tout. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'ils s'investissent dans le projet avant même de s'y installer. C'est déjà leur collège, en fait. Et un bâtiment que l'on aime, malgré ses quelques défauts, c'est au final un bâtiment qui vit bien. Alors tout ça, évidemment, c'est du temps. Mais c'est du temps qui vaut la peine d'être pris. Ça vaut le coup de faire ça. On a vu avec notre dernière invitée justement cette question, pourquoi certains projets sortent et d'autres ne sortent pas. C'est-à-dire qu'un chantier qui va perturber tout un environnement, un lieu de vie, créer des nuisances, est plus accepté et compris si les habitants sont intégrés au processus de conception. Alors c'est complètement vrai. Maintenant,
Il faut avoir parfaitement conscience que faire avec, c'est très compliqué, mais faire contre et passer en 49.3, ça l'est encore plus en fait. Alors après, moi, à mon échelle d'architecte, je serais bien en peine de vous donner la méthode claire et précise pour qu'un projet soit accepté direct. Je suis pas sûr qu'elle existe. Ce qui est sûr, c'est que même un bon projet, il peut rencontrer des résistances. Et que ces résistances-là, on les rencontre la plupart du temps lorsqu'on présente le projet tardivement aux utilisateurs. Ça m'est déjà arrivé de présenter un projet déjà bien avancé en études à des utilisateurs et de recueillir de la défiance. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. En tout cas, tu donnes la sensation d'avoir fait un projet pour eux, mais sans eux. Du coup, normal qu'il y ait de la résistance ou de la défiance. Alors dans ces cas-là, tu rames, tu expliques pourquoi, tu rassures, t'écoutes, tu donnes des dates, t'expliques comment ça va se passer, et surtout, t'évites d'être péremptoire dans le ton, parce que détenir la vérité contre tous, ça passe pas en général. Après, alors sur des projets plus larges, des projets urbains, ou alors des projets particulièrement sensibles, le travail, il faut qu'il soit fait bien en amont de nous. Il faut que le travail, il est au politique, il est à l'urbaniste, il est au sociologue, au programmiste. Et si nous, on arrive dans un environnement où ce boulot-là n'a pas été fait, autant le dire tout de suite, le projet peut facilement capoter. Et de manière plus globale, il y a un vrai travail aussi de diffusion et de la culture archi, du paysage, de l'urbain, des vertus de la densité à diffuser. Et ça demande des moyens et ça demande beaucoup de temps sûrement aussi. Alors on a un rôle à jouer là-dedans, mais c'est un travail qui est pour le coup collectif et qui nous dépasse, nous architectes. Est-ce que vous doutez ? Alors, je doute en permanence parce que les enjeux sont énormes. Tu construis quelque chose qui va être là pour 50 ans, 100 ans. Et pour sûr, le jour où tu arrêtes de douter, c'est le jour où tu te plantes. Alors, on se plante toujours un tout petit peu sur les projets, mais si tu ne doutes pas, si tu es complètement sûr de ton fait, en fait, tu ressens plus le besoin d'aller dialoguer, d'aller confronter les idées. Or, l'autre est justement celui qui te permet de te décentrer. Et au final, la confrontation des points de vue et le consensus, qui n'est pas un gros mot, font que tu sors des projets qui sont mieux que si tu les avais conçus tout seul dans ton coin. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que le plus triste serait sûrement d'avoir à la fin que ce que nous avons voulu. En d'autres termes, une vie et des projets tout tracés sans surprise, c'est un peu chiant. Alors après, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut aussi pouvoir défendre ses idées. Donc il faut avoir aussi un peu d'assurance. Il faut les deux. Il faut du doute et de l'assurance. Pouvez-vous nous parler de votre premier désir d'architecture ? Alors, je ne sais pas du tout si c'est ce qui m'a amené à l'architecture. Je ne sais même pas si j'avais conscience à ce moment-là que c'était de l'architecture. En tout cas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand vous me posez cette question. Donc, je devais avoir 10-11 ans. C'était un voyage avec mes parents. On était partis en Andalousie pendant 3 semaines. C'était le mois de février. On visite Cordoue et on tombe sur la Mesquita. Enfin, moi, je tombe sur la Mesquita. Mes parents savaient très bien qu'ils allaient aller à la Mesquita. Donc, c'est un bâtiment très austère de l'extérieur, énorme, au milieu de la ville. Tu y rentres par un grand portail au milieu d'une façade aveugle. Et là, tu découvres une grande cour rectangulaire, plantée d'orangers. La cour, c'est un jardin. Et au sol, partout, des rigoles pour irriguer les arbres. Alors la cour, c'est un jardin et c'est aussi une fontaine. Alors là, déjà, t'es en condition, quoi. T'as l'eau, les orangers, les fleurs, ça sent bon. Tu passes d'un truc complètement austère à un jardin magnifique. Et tu rentres dans le bâtiment. Un bâtiment qui est extraordinaire de simplicité. Tu as seulement 2 éléments. Tu as 2 colonnes qui supportent 2 arcs polychromes et qui se répètent à l'infini. C'est simple et pourtant, c'est fou. C'est une forêt qui se répète et qui se répète et qui se répète et dans laquelle chaque singularité devient un événement. Alors c'est aussi très intelligent comme bâtiment parce qu'il faut savoir qu'en gros, il a été construit en 4 ou 5 fois sans que ça se voie. Au moment de la première construction, à l'époque des Omeyyades, Cordoue, c'est environ 200 000 habitants. Puis à mesure que le califat de Cordoue prend de l'importance au sein d'Al-Andalus, sa population double puis triple. Et en répétant au final ces 2 éléments de base, simples et sans artifice, ils agrandissent la mosquée sans altérer son image première, ni sa fonctionnalité première, la prière. Le bâtiment s'adapte à la ville, s'adapte à ses besoins et in fine, il s'adapte à ceux des habitants. C'est de l'architecture. Merci Gauthier Palaruello d'avoir partagé avec nous votre point de vue d'architecte. Ce
Ce podcast vous a été proposé par l'association Isora. Isora est une association d'action collective autour de l'architecture.